L'information de la mi-journée sur RTI 1. Madame, monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition. Les populations du Bunkani et du Tchologo, ces autres victimes des attaques terroristes de Kafolo et Teini, le gouvernement leur apporte un appui considérable, des dons vivres et non-vivres d'une valeur de 45 millions de francs CFA pour aider à la relance des activités génératrices de revenus impactées par la situation sécuritaire dans ces zones. L'IPS Ségrae inspire les acteurs de la prévoyance sociale du Gabon. Le modèle de gestion de la prévoyance sociale de cette institution est étudié par ces cadres de la protection sociale gabonais qui préparent une grande réforme en la matière dans leur pays. De vives critiques des membres du Conseil de sécurité à l'encontre de l'armée centrafricaine et de ses alliés russes. Des centaines d'exactions contre des civils, du personnel de la MINUSCA et des casques bleus sont dénoncés, des faits niés par la Russie qui dénonçait il y a une semaine des informations non vérifiées. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Nous démarrons avec cet hommage à feu Amadou Gon Coulibaly, du président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation. Il s'est rendu mardi dernier à Korogo sur la tombe du défunt Premier ministre disparu le 8 juillet dernier. Pour son repos éternel, une lecture coranique a été faite et des prières ont été dites. Kader Sogodogo. À l'aéroport de Korogo, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, est accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie, Amadou Coulibaly, cadre de Korogo. Le patron de l'hémicycle effectue le déplacement pour honorer la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La pose d'une gerbe de fleurs sur sa tombe l'atteste bien. À la demande du président de l'Assemblée nationale, les principaux imams de Korogo, sous l'autorité de El Hadj Gaoussou Sissé, le grand imam de la ville, vont initier une prière et une lecture coranique pour le défunt. Après le caveau de la famille Gon Coulibaly, direction le domicile de Issa Coulibaly, le chef canton. Échanges de civilité et encouragement sont au rendez-vous. Un passage de Amadou Soumaoro bien apprécié dans la capitale de la région du Poro. Amadou Soumaoro et le feu Amadou Gon Coulibaly, c'était des amis et des frères parce qu'ils avaient un mot entre eux. Au mot, vraiment ce mot, quand on disait, c'était vraiment l'amitié. Et vraiment, nous tenons à dire merci au président de l'Assemblée nationale. Toutes les occasions pour lui faire des bénédictions, pour implorer le bon Dieu afin qu'il lui pardonne les péchés qu'il a pu commettre sur terre et qu'il lui facilite l'accès au paradis, ne peuvent que nous apaiser, ne peuvent que nous donner du baume au cœur. Ce sont les sentiments de la famille que je crois pouvoir ainsi traduire. Il est à noter que le 8 juillet prochain, exactement dans 2 semaines, cela fera 1 an que l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, appelé affectueusement le Lion, a été rappelé à Dieu. Des prières seront dites à cette occasion. Voilà la mémoire de feu Amadou Gon Coulibaly, toujours vive. Nous restons dans la zone nord du pays. Le gouvernement a exprimé sa solidarité aux populations du Bunkani et du Tchologo, des populations victimes des récentes attaques contre les forces de l'ordre dans ces régions. Et ce sont tous 12 localités qui ont parallèlement subi ces événements malheureux. La ministre Miss Belmonde Dogo les a rencontrés et a apporté le soutien de l'État par des dons, plus de 50 tonnes de vivres et de non-vivres, suivant ce récit de Léon Brou. Kafolo, au rythme de la vie normale, les attaques terroristes ayant baissé grâce à la présence militaire renforcée. Les menaces persistent cependant, ici comme à Teini, et les populations encore tétanisées par la peur vaquent timidement à leurs activités champêtres. La première attaque est tombée au moment où il fallait vraiment faire l'agriculture pour pouvoir s'approvisionner. Cette année, le début des champs aussi, ça a commencé. Donc ça a mis beaucoup de cultivateurs en retard. Il y a d'autres villageois qui ont fui leur propre village. En tout cas, la famine va régner l'année prochaine dans ces zones-là. Avec son collègue de la communication pour leur traduire la solidarité du gouvernement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté remet aux populations vulnérables de 15 localités des 2 régions sœurs du Bunkani et du Tchologo 40 tonnes de riz, 5 tonnes de pâtes alimentaires, 2400 litres d'huile, 10 cartons de tomates et 300 nattes, valeur globale 45 millions de francs CFA,
De quoi soulager les bénéficiaires. Sincèrement dit, je suis beaucoup comblé, je suis beaucoup content que l'État nous soutienne. Et ce n'est pas la première fois. Hein. Ça prouve que l'État ne nous a pas oubliés. Parce que la population a souffert. Et si le gouvernement s'est souvenu de nous, on ne peut qu'applaudir des deux mains. À Kafolo, la ministre de la Solidarité a aussi assuré aux localités impactées par les attaques terroristes des appuis et soutiens continus du gouvernement dans la vision du président Alassane Ouattara d'une Côte d'Ivoire solidaire. Engagé sur la voie de l'édification d'une nation solidaire, comme le veut le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, une nation qui offre les mêmes chances à tous ses enfants, surtout aux plus vulnérables, le gouvernement exhorte l'ensemble des Ivoiriens à s'engager dans cet élan pour faire de la solidarité une valeur nationale. Comme appui de son département à la lutte contre le terrorisme, la ministre de la Solidarité annonce des rencontres régulières avec les jeunes et les femmes pour adresser la question de la pauvreté. Le modèle de gestion de la prévoyance sociale en Côte d'Ivoire inspire le Gabon qui a dépêché 2 délégations de notre pays. Une visite de travail pour améliorer les prestations sociales gabonaises, tant dans le privé que pour les agents de l'État. L'expérience de l'IPS Ségrae est au cœur des travaux qui devront permettre une grande réforme dans ce pays. Walter Amadou Ouattara nous en dit davantage. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, CPPF, et la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS du Gabon, sont à Abidjan, précisément à Cocody, au siège de l'institution de prévoyance sociale, Caisse générale de retraite des agents de l'État, IPS Ségrae. C'est une visite conjointe de travail des Gabonais afin de s'inspirer des expériences et des bons procédés dans divers domaines parfaitement administrés par l'IPS Ségrae. La Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État est une très jeune caisse. Elle a 6 ans. Aujourd'hui, nous sommes particulièrement curieux de regarder l'expérience de la transformation juridique de la Ségrae. Nos attentes sont assez simples, c'est de venir s'inspirer du système et du modèle ivoirien, particulièrement au niveau des réformes réussies sur tout ce qui est projet en cours en matière de retraite complémentaire et les risques professionnels. Pour être une école d'inspiration, l'IPS Ségrae a subi une transformation institutionnelle suite à sa réforme de 2012. La riche expérience de reconversion réussie de l'IPS Ségrae a été fièrement présentée aux visiteurs par le directeur général Aboudraman Berté. La mise en place d'un système de management de la qualité répondant aux normes internationales pour obtenir l'assurance d'une qualité de service optimale, gage de satisfaction continue pour les assurés sociaux. Cette démarche dans notre stratégie que l'IPS Ségrae a été dès 2018 la première institution de prévoyance sociale en Afrique de l'Ouest à être certifiée ISO 9001 version 2015 sur l'ensemble de ses activités. L'IPS Ségrae est aujourd'hui un modèle de résilience respecté en Afrique subsaharienne. Les partages d'expériences avec les 2 délégations gabonaises se tiennent du 21 au 24 juin 2021. Éduquer la jeunesse ivoirienne à une vie saine, voilà une des missions du gouvernement. Un manuel d'éducation pour la santé et une vie saine a été édité pour accompagner les actions de sensibilisation. C'est un guide destiné aux jeunes non scolarisés et déscolarisés qui enseigne sur les comportements à adopter et qui peuvent aider à prévenir les grossesses non désirées ou encore les infections sexuellement transmissibles. Il a été présenté au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. On voit cela avec Walter Amadou Ouattara. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, reçoit un manuel des mains de Brigitte Kenom, représentante ONU-SIDA et, pour cette occasion, le coordonnateur résident du système des Nations Unies. Ce manuel d'éducation à la santé et à la vie saine
permettra aux jeunes non scolarisés et déscolarisés d'acquérir les connaissances pouvant les aider à prévenir les grossesses non désirées ou les infections sexuellement transmissibles. Plus les jeunes ont accès tôt à l'information appropriée sur le développement morphologique et le comportement, notamment les relations interpersonnelles, la préservation de leur santé, en particulier leur santé sexuelle, plus ils seront susceptibles d'en tirer profit. D'où justement la nécessité de disposer d'un tel ouvrage qui leur permettra, après la sensibilisation réalisée par les animateurs, d'adopter des comportements responsables pour leur épanouissement. Le ministre Mamadou Touré s'est réjoui de l'élaboration de ce document qui s'inscrit dans la droite ligne de l'action de lutte du gouvernement ivoirien contre les fléaux sociaux tels que les grossesses précoces et non désirées et la cybercriminalité, pour ne citer que ceux-là. Le manuel d'éducation à la santé et à la vie saine porte ainsi toute l'espérance d'un système de lutte contre le comportement autodestructeur des jeunes. C'est dans cette vision que son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, a engagé le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre, à assurer à la jeunesse frange, importante et sensible de la population une formation de qualité afin de faciliter son insertion socio-professionnelle et économique dans un environnement protecteur et sain. Cet ouvrage est le fruit d'une collaboration gouvernement de Côte d'Ivoire, agence du système des Nations Unies pour l'épanouissement des adolescents et les jeunes en dehors de l'école. Au ministère de l'économie et des finances, on fait aussi de la prévention axée sur le budget de l'État. Les économistes prévoient les dépenses à venir des départements de l'État. Des travaux ont eu lieu sur la programmation des dépenses sur la période du 2022-2024. Cheikh Koné nous en dit davantage. Élaboration et validation des outils de gestion budgétaire, notamment les documents de programmation pluriannuelle des dépenses sur la période 2022-2024, au centre d'une rencontre des acteurs des finances. Il s'agit de définir la politique financière et les ressources mobilisables à court et moyen terme. Il s'agit d'un document qui, à partir des orientations du ministre, vise à déterminer toutes les actions qui doivent être conduites par le ministère au cours des 3 ans que j'ai indiqué, 2022-2023, et les moyens qui doivent être alloués à ces actions-là, et surtout les résultats que le ministère doit atteindre au cours de ces 3 années. Et tous les services du ministère ont été conviés à cette séance de travail, que ce soit le cabinet du ministre et toutes les structures attachées au cabinet, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la Direction générale de l'économie. Faciliter l'action gouvernementale passe par ce nouveau mode de gestion budgétaire avec à la clé la transparence, la disponibilité de l'information et la traçabilité des dépenses. À ce rendez-vous des affaires financières ont pris part plus de 40 participants du secteur de l'économie et des finances. Des économistes qui ont sans doute pris part au tout début de ce mois à la conférence africaine de la Société d'économétrie. L'événement a tenu sur 3 jours, du 2 au 5 juin à l'UNCA, sur le thème éducation et développement. Dangui Dangui rend compte des échanges. Étudiants, chercheurs, professeurs et économistes de nombreux continents se sont donné rendez-vous à l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, ENCA, dans le cadre de la conférence africaine de la Société d'économétrie, AFES 2021. L'économétrie est l'étude des phénomènes économiques à partir de l'observation statistique des grandeurs pertinentes pour décrire des phénomènes selon des experts. Mais comment cette discipline peut-elle servir le développement des pays africains? Quelques éléments de réponse avec le professeur Ismaël Morifié, le président du comité scientifique de cette conférence internationale organisée par la Société d'économétrie dont il est un membre. Lorsque vous prenez par exemple l'éducation, doit-on investir plus dans les enseignants, dans la qualité des enseignants? Doit-on construire beaucoup plus d'écoles? Donc, ce n'est pas très clair où on doit faire le plus important. Donc, l'idée, c'est qu'on prend des données de certains pays et on essaie d'analyser, dépendamment des politiques économiques, qu'est-ce qui a donné l'effet le plus important. Donc on arrive à déterminer quel est l'effet causal, quelle est la politique qui a le plus d'impact et ce chiffre-là nous permet de déterminer vers où les gouvernements doivent s'orienter.
Pendant 4 jours, les participants vont réfléchir sur les enjeux et les défis relatifs à l'économétrie sur fond du thème retenu pour ce rendez-vous international, à savoir éducation et développement. Quand on parle de développement économique et social, on va tout de suite penser à l'ensemble des secteurs. Je prends l'exemple du paysan. Un paysan qui est éduqué, c'est un paysan qui est susceptible d'appliquer tous les enseignements qu'il prend donc des divers encadreurs. C'est la même chose aussi pour un médecin. C'est la même chose aussi pour la secrétaire. Sans capital humain, il n'y a pas de développement. Cette édition de la Conférence africaine de la Société d'économétrie coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, ENCA. Partons à présent dans un lieu où les chiffres sont très utiles au quotidien. Le marché d'Adjamé, l'interprofession oignon de Côte d'Ivoire est perturbée par un arrêté municipal de la mairie d'Adjamé qui porterait sur des obligations liées à la commercialisation des légumes et en particulier de l'oignon. Le point qui fâche, l'obligation de déchargement des camions de vivriers exclusivement sur un espace appelé Port Sec avec une prescription assortie d'une taxe d'au moins 75 000 francs CFA. Au milieu de cette grogne, que dit la mairie? Pour éviter toute polémique, nos reporters ont rencontré les responsables municipaux. C'est un reportage de Laure Goretti et de Grace Kando. Les acteurs de la filière oignon mécontents dans la commune d'Adjamé. Ils protestent contre des taxes imposées lors du déchargement des camions d'oignons dans la commune d'Adjamé. Des frais supplémentaires jugés excessifs et qui entraînent souvent des pertes. Nous sommes sujets à des droits de déchargement obligatoires de 75 000 francs CFA. Ensuite, nous payons 5 000 francs CFA de droits de sortie obligatoires. Ça fait un total de 80 000 francs. Ou bien, ils bloquent nos camions et nous déchargeons là, sur place, n'est-ce pas, au port sec, avec, n'est-ce pas, des dépenses de 230 000 francs CFA de coûts additionnels que nous dépensons pour mettre l'oignon à la disposition des consommateurs. Depuis quelques semaines, les camions doivent décharger leurs marchandises sur cet espace appelé Port Sec, un marché privé sur le site de l'ex-casse de la commune d'Adjamé. Selon les autorités communales, cette décision serait un arrêté portant obligation de déchargement et de rechargement de tous les camions des vivriers, sans exception sur des sites en dehors des voies publiques. Je dirais que, vu la récurrence des accidents au sein de la population, le maire avait pris un arrêté, mais un arrêté qui n'est pas forcément dirigé contre la filière oignon. Et je pense que tous les commerçants, tous ceux qui ont l'habitude de faire cette opération de chargement et déchargement avaient été saisis en son temps. Quitte à eux en son temps d'approcher les services municipaux et pour engager des discussions et puis voir comment est-ce que amoindrir peut-être ce qu'on pourra appeler peut-être les effets collatéraux de cette nouvelle démarche sécuritaire. Les tarifs annoncés par les acteurs de la filière ne sont pas fixés par la mairie, mais plutôt par l'opérateur, a-t-il indiqué. Le concessionnaire qui a mûri son projet et le maire a vu la pertinence, vu les incessants accidents, c'est l'opérateur lui-même maintenant qui a fixé ses prix en fonction de son investissement et non le maire. La FENAC aussi reste à l'écoute de ces opérateurs, tout comme le maire aussi qui les invite incessamment à aller à des échanges et forcément, je pense qu'ils vont trouver des compromis. La mairie s'est dit ouverte à des discussions. Pour rappel, les acteurs de la filière menacent d'interrompre leurs activités si la situation demeure inchangée. Et enfin, à présent, le point de la lutte anti-Covid en Côte d'Ivoire. Le dernier point sur la situation sanitaire de notre pays présente 24 nouveaux cas de Covid-19 et 43 nouvelles guérisons. Le pays compte jusque-là 48 082 cas confirmés, dont 47 554 personnes guéries, 309 personnes décédées. Il reste encore 219 cas actifs. La campagne vaccinale enregistre au moins 737 314 doses administrées sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et notre pays renforce chaque jour sa lutte contre le coronavirus avec un accent particulier mis sur la vaccination.
Après le vaccin Pfizer, le vaccin du laboratoire Sinopharm est introduit dans la campagne vaccinale en Côte d'Ivoire. 100 000 doses de ce vaccin ont été réceptionnées hier soir. Un don de la Chine reçu par le ministre ivoirien en charge de la santé en présence de l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Les images de l'arrivée de ces doses de vaccin commentées par Franck Quadio. Début d'après-midi ce mercredi 13 juin, tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le ministre de la Santé, le représentant de son homologue des Affaires étrangères et l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire réceptionnent 100 000 doses du vaccin Sinopharm, un don de la République populaire de Chine pour soutenir l'effort national contre la Covid-19. Pierre Demba, autorité de tutelle, marque sa satisfaction. Ici, vous avez plus de 100 000 doses de vaccin Sinopharm, surtout dans cette période où, à travers le monde, on décrit donc la pénurie de vaccins. Vous savez, dans les pays européens et asiatiques, c'est des centaines de millions de personnes qui sont déjà vaccinées. Malheureusement, l'Afrique, on n'est pas à plus de 2% donc de vaccinés. Et pour notre pays, où nous avons commencé depuis mars à vacciner les Ivoiriens, aujourd'hui, je pense qu'avec l'intensification de la sensibilisation, il y a une adhésion collective à la vaccination. Donc nous sommes aujourd'hui à plus de 800 000 personnes vaccinées, dont 10% est complètement vacciné. Notre souhait, c'est d'aller à 60% de cette population pour avoir l'immunisation collective. Le vaccin Sinopharm, conçu par la République populaire de Chine et homologué par l'Organisation mondiale de la santé, Wandi, ambassadeur près la Côte d'Ivoire, situe l'action de son pays dans une initiative globale. La Chine a décidé de fournir 10 millions de vaccins chinois à l'initiative de COVAX pour aider les pays en voie de développement de lutter contre ce fléau. Donc je peux dire que les pays africains, bien évidemment, dont la Côte d'Ivoire, vont bénéficier de ces 10 millions de vaccins dans le cadre de COVAX. D'autres cargaisons de Sinopharm attendues donc. Notons que ce vaccin s'administre en 2 doses, espacées de 3 à 4 semaines. Et on n'en fera jamais assez pour la santé des peuples. Dans le département d'Ara, une ambulance a été donnée au dispensaire de Brouatakro, un véhicule qui renforce la capacité de prise en charge sanitaire des personnes de cette localité et même des personnes des localités environnantes. On voit cela avec Franck Quadio. Situé dans le département d'Ara, Brouatakro est un village de plus de 1000 âmes, doté d'un dispensaire et d'une maternité depuis plusieurs années. La seule préoccupation des populations, l'acquisition d'une ambulance pour faciliter l'évacuation des malades gravement atteints vers des hôpitaux plus équipés. Le don d'une ambulance du député d'Ara, Nguessan Aondion, vient parachever le processus de prise en charge sanitaire à Brouatakro, même si certaines insuffisances telles que la faiblesse du plateau technique et l'indisponibilité du médicament de premier soin demeurent. Le député d'Ara, reconnaissant à ses parents pour leur soutien, mais également pour leur implication dans le maintien d'un climat de cohésion et de paix dans cette localité, s'est engagé à trouver le plus tôt possible des solutions. Les autres personnalités à ses côtés, quant à elles, ont invité les cadres de Brouatakro à renforcer l'organisation de leurs parents au sein de la mutuelle et d'une coopérative agricole. Parlons à présent de cet événement qu'attendent les professionnels de l'architecture, du bâtiment et autres aménageurs et décorateurs d'espace, Archibat. L'édition 2021 est prévue du 8 au 11 décembre prochain au Sofitel Hôtel Ivoire. Le salon de l'architecture et du bâtiment sera cette année centré sur la fabrique de la ville aux professionnels. C'est le thème. Les organisateurs prévoient présenter plusieurs innovations aux visiteurs. Cheikh Koné nous en parle. Après la 7e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment organisé en 2019 qui aura tenu toutes ses promesses, Archibat revient avec de nouvelles opportunités et innovations. Ce qui est innovant, c'est la réponse, c'est la résilience. Parce que nous sommes quand même en pleine crise sanitaire et malgré cela, nous avons décidé de faire Archibat parce qu'il faut continuer des activités. C'est précisément une opportunité pour les acteurs du cadre bâti d'offrir des solutions parce que les gens n'ont pas arrêté de construire, de faire la promotion de leurs bâtiments, etc. Et donc nous sommes obligés aussi d'apporter une réponse efficace, mais tout en tenant compte des mesures barrières. Donc le salon est une réponse aussi à la crise sanitaire. On souhaiterait que la ville soit pensée et réalisée par les professionnels
qui peuvent donc amener la qualité urbaine. C'est notre message, ça. Et on l'adresse aux autorités, on l'adresse aux professionnels nous-mêmes, on l'adresse aux populations qui doivent comprendre que, attention, quand vous voulez construire votre maison, même si vous n'avez pas assez d'argent, allez voir un technicien qui va vous accompagner pour que vous ne perdiez pas en route votre ouvrage que vous êtes en train de faire. Du 8 au 11 décembre prochain sont attendus plus de 25 000 visiteurs au port de la lagune ébriée. Les réflexions de cette 8e édition s'articuleront autour du thème « La fabrique de la ville aux professionnels ». Selon le président par intérim du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, le salon sera organisé dans le respect des mesures barrières liées à la crise sanitaire. Et nous parlons à présent de sécurité à Abidjan. Apprêtez-vous à être dirigé sur les routes par une nouvelle brigade, la brigade de mobilité urbaine. La commune de Cocody a été choisie pour la phase pilote des actions de cette brigade mise en mission par le ministère des Transports. Nous en parlons avec Laure Goretti et Alexis Ouetraogo. Il est 18h, heure de pointe à Abidjan. Incivisme, mauvais stationnement et autres attitudes des usagers de la route sont à la base des bouchons sur les grandes artères. Pour une meilleure fluidité du trafic routier, l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan à Muga met en place une brigade. Très souvent, quand on roule, on voit qu'il y a beaucoup de bouchons au niveau des carrefours. Et il y a même des jeunes qui offrent leur service de manière bénévole pour essayer de décanter la situation. Cette brigade-là, renforcée par la police municipale qui existe, ils vont recevoir une formation, n'est-ce pas, de la police nationale en appui. L'essentiel, c'est qu'on puisse améliorer les conditions de déplacement de nos populations. La phase pilote de ce projet va débuter dans la commune de Cocody les prochains jours et s'étendre peu à peu dans toutes les communes de la ville. Mais avant le démarrage du projet, un mémorandum d'entente a été signé entre la mairie de Cocody et la Muga. Je salue cette initiative parce que c'est une bonne initiative, parce que ça va nous permettre de décongestionner un peu les carrefours, de discipliner les automobilistes, de réguler la circulation et de permettre à tout un chacun de pouvoir se rendre tranquillement au travail et à la maison, en régulant le trafic, en fluidifiant le trafic. Cette brigade aura pour rôle de gérer la circulation. La phase pilote va durer 6 mois. Selon Romain Kouakou, directeur général de l'entité, cette initiative répond aussi à la problématique de l'emploi, avec le recrutement qui sera fait dans les communes au sein des jeunes s'attelant déjà à réguler la circulation. Abidjan fait également la promotion de l'artisanat. Il s'est tenu la première édition du Salon international de la beauté. Il avait pour objectif de promouvoir la beauté et les métiers qui en découlent. Astou Touré. L'industrie de l'artisanat en pleine expansion en Côte d'Ivoire. La première édition du Salon international de la beauté d'Abidjan se veut une plateforme d'exposition et de promotion des arts de la beauté et les métiers qui en découlent. L'organisation est parfaite. Je suis venue, j'ai regardé un peu le stand. Je vois que pour les artisans cherchent à faire un effort, à exposer ce qu'ils ont de spécial. Nous avons visité le CIBA, les stands. Vraiment, c'est une initiative à saluer. C'est à saluer parce que pour une première édition, on peut dire que c'est une réussite. Et je les encourage pour que l'édition prochaine soit encore meilleure que celle-ci. Le bijoutier, joaillier, le coiffeur, le costumier, le couturier, l'esthéticien, l'horloger, le maquilleur font partie de la grande famille de l'artisanat et ont trait à la beauté. L'artisanat représente 40% des emplois en Côte d'Ivoire. On ne vient pas à ce métier parce qu'on a la tête vide. Parce que l'innovation, c'est d'abord la formation. La formation, il faut qu'on se forme. Et les maîtres artisans et les apprenants. Parce que si nous, on est bien formés, on pourra former aussi les apprenants. Ce que nous avons vu ce matin, c'est à encourager. Je lance un appel à tous les artisans de Côte d'Ivoire d'aller vers les registres des métiers et les cadres professionnels pour se formaliser afin de capter des ressources pour moderniser leur activité et leurs entreprises artisanales. Exposition, formation au métier de la beauté, conférences plénières, rencontres B2B, compétitions de beauté vont meubler cette première édition du Salon international de la beauté d'Abidjan, CIBA. Le thème de cette première édition est la beauté et la lutte contre la pauvreté en Afrique. Partons maintenant pour Ouragayo, où l'excellence dans l'école primaire de cette localité a été célébrée. Les populations ont aussi été invitées à prôner en toutes circonstances la paix. Jean-Marc Djadji revient sur ces événements.
Forte mobilisation des parents d'élèves et enseignants de Biakou lors de la fête de l'excellence de l'école primaire publique de la localité. Ils sont invités, à l'occasion de cette cérémonie, à militer pour la cohésion sociale dans la région et à promouvoir le mérite chez les élèves. Une initiative de la marraine Colette Pello-Lakpé, membre influent du comité politique du RHDP et fille de la région. Après avoir écouté les doléances des responsables de l'EPP Biakou, elle s'est dit prête à les satisfaire. Je ferai en sorte que ce jardin d'enfants voit le jour ici à Biakou. Les 3000 habitants de Biakou s'engagent à booster le développement de leur village et de la sous-préfecture de Ouragayo. L'actualité hors de nos frontières en RDC, la veuve de l'activiste des droits de l'homme Floribert Chebeya est de retour dans son pays après près de 10 ans d'exil au Canada depuis l'assassinat de son mari. Un retour motivé par l'invitation des organisateurs du prix Marthe Kassalou Tshisekedi pour recevoir le trophée des femmes d'honneur qui ont milité aux côtés de leur époux. Annie Chebeya s'est aussi montrée impatiente quant à la réouverture du procès sur le double assassinat le 1er juin 2010 de son époux Floribert Chebeya et de son compagnon d'infortune, Fidel Bazana. L'ONU accuse l'armée centrafricaine et ses alliés russes de violer les droits de l'homme. Selon les Nations Unies, le groupe rebelle ne représente plus une menace pour les populations civiles et le bon déroulement de la mission de maintien de la paix en Afrique. Les forces armées et les paramilitaires russes qui soutiennent les Centrafricains seraient également responsables de l'instabilité qui règne dans ce pays, un comportement des forces nationales centrafricaines et de leurs alliés russes qui entravent les opérations des casques bleus de la MINUSCA. L'émissaire de l'ONU en Centrafrique a vivement dénoncé hier ces faits au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous terminons ici cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Retour de l'actualité sur RTI 1 à 15h. Excellent après-midi chez vous.